Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les plateaux de LCF et sur les ondes de City FM pour notre émission Toc Toc est aujourd'hui au numéro 98 et c'est grâce à vous que l'émission poursuit son bonhomme de chemin. Merci à tous ceux qui nous suivent dans le monde entier grâce au www.lcftogo.com. Ce matin, vous avez dû le remarquer, la nouvelle tendance vestimentaire est claire, c'est Donald Trump, costume noir, chemise blanche, cravate rouge. On a senti qu'on a un nouveau président aux États-Unis et ça fait plaisir. Félicitations à Donald Trump, à tous les républicains du monde entier, à tous les Américains. Bonjour, chers confrères. Ce matin, nous recevons pour la première fois chez nous ici Jean-David Messangan. Il est journaliste, un des doyens dans le métier depuis. Il est dans l'enseignement aussi. Et aujourd'hui, il travaille au niveau du journal Canard Indépendant. Bonjour Jean-David. Bonjour Junior et bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Je n'oublie pas les téléspectatrices aussi. C'est ça, oui. C'est important. Oui. Alors, en face de Jean-David Messangan, nous avons l'habitué de la maison Ibrahim Macha. Le journal est temps, nouveau bonjour. Bonjour, et bonjour Junior et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Junior, alias de l'entrepôt alors. Dans la seconde partie, nous aurons comme invité l'honorable député Nicolas Agbo du CAR, avec lui on parlera de son parti, et qui a donc changé de cap depuis environ 2 semaines déjà. Mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi, nous ne démarrons pas le journal Le Libéral dans les kiosques, titre à sa une. Après un black à la Maison Blanche, Hillary Clinton, une femme à la tête de la première puissance mondiale. On a compris que notre confrère est tout faux aujourd'hui, puisque bon, le journal est sorti avant qu'on ait les résultats. Alors, le Togo abritera le prochain forum de la Goa. Éligibilité au Millennium Challenge à compte, le Togo sur la bonne voie. Crise au quart, Maître Apévo abandonne le bras de fer et opte pour la création d'un nouveau parti. Dans les cas également ce matin, le journal Le Messager de Tchabouré Brahima, elle a du Tchabouré. Elle a une peu le communiqué de presse de Mme Isabelle Améganvi au sujet de la visite de Manuel Valls au Togo. Une preuve de plus que Jean-Pierre Fabre et compagnie ont été bien snobés. Éducation, la NJSPF soutient le gouvernement à travers un don de table-bancs, de cahiers, de stylos et de matériel didactique aux élèves de l'OTI. Dans les cas également ce matin, forum de la semaine, le quotidien privé, le dimanche à Djikodo. Politique, comité d'action pour le renouveau, le déchu d'Oji Apévon refuse la main tendue de l'intérimaire Nador Aoukou. Période de fin d'année et son cortège d'événements inquiétants. Une fillette échappe in extremis à un kidnapping à Sobo-Sito. Canal D dans les kiosques également ce mercredi, à la une de ce journal d'économie. À quand la Frexit du franc CFA? Dossier éducation, le programme Excellence Jeune, une initiative salutaire pour l'Afrique et sa jeunesse. International Bénin, affaire de cocaïne, Sébastien Javon enfin libre. Un exemple de démocratisation et de séparation de pouvoir. Fraternité de Joël et gars dans les kiosques, le journal titre manchette, droits de l'homme fort, persiste et signe. Non à l'homosexualité au Togo. Prostitution Lomé, Agoué prend le pouvoir. Le quotidien privé Liberté aussi dans les kiosques, c'est le dernier journal avec nous ce matin. Affectation des magistrats, Pius Agbetombe, Akakovi Agavato et Alpha Adini, ces seigneurs qui font la pluie et le beau temps. Vol de bétail à Bagbe, 39 bœufs dérobés en plein jour. Le présumé voleur et ses complices toujours pas inquiétés. Changement annoncé à la tête de la police nationale. Bien, c'est tout pour les journaux avec nous ce matin. Le jingle annonçant la première partie de l'émission.
Retour ensuite avec nos confrères Jean-David Messangan du Canard indépendant, Ibrahim Achad est en nouveau. Bonjour, chef confrère. Bonjour. Alors, fin du suspense, Donald Trump, 45e président des États-Unis, c'est officiel. Oui, c'est officiel depuis ce matin. Et vous savez que ça a vraiment surpris presque bon nombre de nos compatriotes. Et s'il faut peut-être dire aussi que l'opinion internationale ne s'attendait pas à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche par rapport à une campagne électorale qui a été des plus violentes et surtout les envolées verbales de Donald Trump qui ne rassuraient pas une certaine opinion internationale. Mais bon, au finish, les Américains ont choisi le candidat qui est à même de leur faire rêver, de leur donner le rêve américain et surtout de repositionner les États-Unis comme une puissance mondiale. Et selon certaines personnes que nous avons pu joindre par le biais de la force de la technologie, je veux parler de WhatsApp et les réseaux sociaux, certains amis qui sont aux États-Unis nous ont fait comprendre que les Américains, avant tout, c'est des gens qui aiment leur pays. Et donc, Donald Trump représentait l'alternative du protectionnisme, oui. C'est-à-dire qu'il voulait redonner à l'Amérique sa grandeur et surtout ne pas se fier au conformisme mondial. La tendance qui est politiquement correcte, il faut sur ce qui se fait au niveau de la communauté internationale, il faut aimer la politique américaine sur tout ce qui est comme correct sur le plan mondial, mais Donald Trump a montré qu'il a une nouvelle façon, il a sa façon d'implémenter ses acquis naturels. Je veux parler de ses qualités de manager, c'est-à-dire que vous savez que c'est un homme d'affaires, donc il a sa façon aussi de faire grandir les États-Unis en tenant compte de l'expérience qu'il a eue dans le monde du business. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un nouveau personnage que les Américains veulent tester. Il ne faut pas oublier aussi que les Américains, de par les films western que nous voyons, c'est des gens qui aiment le goût de l'aventure. C'est-à-dire que se projeter dans le néant. Ils aiment découvrir. Voilà. Ils aiment découvrir, se projeter dans le néant. Donc avec Donald Trump, ils se disent que ils savent que vraiment c'est des risques qu'ils prenaient, mais le goût du risque les amène à voter pour Trump et voir ce que l'avenir leur réserve. Ça va donner. C'est un pari. C'est un pari. Et on espère qu'il sera gagnant. Hein. On l'espère. Jean-David Messangan, on l'a vu, les instituts de sondage ont menti, se sont trompés sur Donald Trump. Oui. Il est vrai que nous sommes à plus de 1500, 15 000 km des États-Unis. C'est une tradition que lorsqu'il y a élection aux États-Unis, c'est le monde entier qui bouge, au Togo, partout. Alors que quand il y a élection, par exemple, en Espagne, à côté, on ne sent rien. Bien, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, c'est le président du monde entier qui a été élu en griffe. Oui, c'est le président du monde. Président du monde entier, oui, parce que vous avez parlé de puissance à repositionner. Bon, de toute façon, moi je pense qu'il ne faut pas trop crier victoire. Moi je ne le connais pas particulièrement. Nous avons plutôt connu Hillary Clinton depuis son mari, depuis quand Bill Clinton était au pouvoir, et puis après, il y a eu des élections. On connaît plus Hillary Clinton sur le plan politique. Maintenant, moi je ne voudrais pas juger, mais quand nous disons que il vient pour repositionner les États-Unis d'Amérique sur le plan national, redonner la fierté américaine. C'est comme si le prédécesseur, lui, il a terni l'image. Quoi qu'il en soit, Barack Obama est resté pendant 2 mandats. N'oubliez pas que à la fin du premier mandat, il était dans des mouvances terribles. Et on a bien dit que c'est la première fois qu'un président des États-Unis d'Amérique est réélu pendant les périodes de tourmente. Donc, c'est comme si Barack Obama n'a pas su garder la puissance des États-Unis d'Amérique sur le plan, sur l'échiquier mondial. Alors que moi, je crois que rien n'est altéré. Hein. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique. Maintenant, Donald Trump, est-ce que c'est un politicien? On dit que c'est un milliardaire, c'est un économiste, c'est un homme d'affaires, etc. Mais tout ce que nous devons savoir aussi, c'est qu'il n'est pas le seul à diriger les États-Unis d'Amérique. Il y a le Congrès, il y a le Sénat. Voilà. Et donc,
tout n'est pas aussi permis comme on puisse le penser. Et alors, je crois qu'on doit attendre de voir. Alors, voilà quelqu'un qui sort de nulle part. Hein. Voilà. Il n'a jamais été élu auparavant à un poste politique. Il brise tout, déjoue tous les pronostics, crée son monde, vous y entraîne, et à la fin, il s'impose. Trump, de par son histoire, est un vainqueur par essence. C'est un vainqueur par essence, et c'est le prototype. Quand vous voyez l'Américain, la psychologie de l'Américain, c'est quelqu'un qui aime gagner. C'est-à-dire que si je prends un peu les films western, vous voyez le cowboy qui sort, il va, il avance, il fait face aux obstacles, il les déjoue un à un, et finalement il sort gagnant. C'est comme ça Trump a commencé. Quand il a commencé, personne ne misait sur lui, on ne vendait même pas cher sa peau. Tout le monde disait que mais quel est ce fou qui se lance, quel est ce plaisantin qui se lance dans la course à l'élection présidentielle aux États-Unis. Mais il a su capter les gens par une certaine façon de communiquer. C'est-à-dire qu'il y a une certaine spontanéité dans sa façon de communiquer. Il ne mâche pas les mots, il n'y a pas le langage diplomatique. Ce qu'il ressent, c'est ça qu'il exprime. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il dit. Et ça fait que, au fil du temps, ceux qui ne l'aimaient pas, parce qu'il a touché des sujets tabous, des sujets qui fâchent, mais finalement, les gens sont ravisés. Ils se sont dit que, mais au fait, c'est ce que nous pensons pas qu'il dit haut. Et donc, c'est un homme sincère, c'est quelqu'un avec qui nous pouvons faire chemin. Et nous osons croire qu'au moins, il a su nous présenter toutes ses faces. Ce qu'il est capable de faire, nous le maîtrisons maintenant. Et si il vient au pouvoir, nous savons que, de par ses tempéraments, voilà ce qu'il peut faire, voilà ce qu'il ne peut pas faire. Mais Hillary Clinton, je ne dis pas que ce n'est pas une femme politiquement correcte, moi je ne le dis pas, mais je dis elle est expérimentée. Elle joue beaucoup sur les mots, elle ne lâche pas les mots qui fâchent. Elle calcule tout avant de parler. Et elle est aussi, si vous voyez un peu sa façon de se présenter au public, elle est raffinée, la solennité, tout ça là. Mais les Américains, c'est des fous. Et ils aiment plutôt des gens qui ont cette énergie, qui ont... Bon, oui, quand je dis fou, c'est pas... non, fou politique, bien sûr. Ils aiment des gens qui expriment ce qu'ils ressentent véritablement. Ils n'ont pas cette hypocrisie qu'auraient certains de l'autre côté de la Méditerranée. Vous comprenez que donc les Américains sont identifiés en ce monsieur. Et de deux, il faudrait aussi qu'on rappelle un autre aspect, c'est que lorsque Donald Trump parlait des Mexicains, il parlait des Noirs, des musulmans. Mais c'est ce que les Américains pensent. Hein? Les Américains blancs, c'est ce qu'ils pensent. Mais Comme à l'époque, Nicolas Sarkozy disait la racaille, je vais vous en débarrasser. C'est ce que les gens pensent, mais les personnes ne voudraient quand même s'aventurer sur ce terrain au risque de paraître un peu xénophobe et autres. Mais Donald Trump a assumé ses choix. Il a osé, il a assumé ses choix. Et les gens ont vu en lui, mais quelqu'un qui peut oser. Quand il viendra, il ne sera pas comme Barack Obama qui, avant d'agir aussi, regarde un peu du côté de l'Occident, comment la France pense, comment ceux-ci pensent, les Mexicains pensent, tout ça là. Mais il va agir en tant que président des États-Unis et par rapport aux lois et au pouvoir que lui confèrent les institutions américaines. Je pense que c'est ça aussi qui a amené les Américains à miser sur Donald Trump. Oui, justement, je crois qu'il y a plusieurs paramètres qui expliquent cette victoire de Donald Trump. Nous ici, nous sommes, enfin moi je ne suis pas spécialiste, analyste de la politique américaine, mais ma petite expérience de journaliste peut me permettre de faire certaines observations. Donc moi je crois que, on était en présence de deux candidats, deux mots, M-A-U-X. Voilà. Enfin, les Américains ne voulaient pas tellement, ne voulaient plus de Hillary Clinton. Pourquoi? Parce que Hillary Clinton est du Parti démocrate. C'est ça, non? Alors, on vient de faire 2 mandats avec le Parti démocrate. Les Américains veulent rompre avec... Ils veulent changer. Ils veulent fondamentalement le changement. Mais l'alternance, très bien. Mais au même moment, certains disent que si ce n'était pas Hillary Clinton et que c'est un autre démocrate qu'on prenait, eh bien, homme ou femme, mais autre membre du Parti démocrate, ça pouvait changer les donnes. Nous sommes d'accord. Ensuite, il y a autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Hillary Clinton a un passé qu'il a rattrapé. Les Américains, ce tatillon,
ça je le sais, ils sont taquinés sur les petits faits de détails, la vie privée des gens, ouais, avec ces histoires de mails que Hillary Clinton a cachés, etc. Tout cela a beaucoup... Mais concernant le passé a plus joué contre Trump. On a vu de nombreux casseroles qu'il a traînés, on a vu les scandales à répétition qui venaient au cours de la campagne. Très bien. C'est ce que j'ai dit, que de 2 mots, on choisit le moindre. C'est ça. Voilà, de 2 mots, on choisit le moindre. On a l'impression que le passé de Trump n'a pas tellement rattrapé parce que, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part. Voilà, très bien, un élément neuf, on ne le connaissait pas. Donc, on n'a pas tellement fouiné, ou bien les gens n'ont pas eu le temps de fouiner tellement dans son passé. Alors que pour Hillary Clinton, c'est à la face du monde entier, tout le monde sait. Ancienne première dame, secrétaire d'État, etc. Donc, tout cela a joué. Et puis, de 3, nous sommes aussi à l'économie. Hillary Clinton est plus politique qu'économiste. Alors que Donald Trump, on sait que c'est... Trump avait des solutions politiques. Et au niveau de la fiscalité, il voulait alléger la fiscalité au niveau des hommes d'affaires, et les gens sont contents. Tout à fait. L'économie. Donc, cet aspect aussi a beaucoup joué. Il peut y avoir d'autres aspects encore que nous ne maîtrisons pas, mais que je ne maîtrise pas ici. Mais c'est ce qui peut expliquer un peu. Il va mettre une question. Visiblement, on vient d'assister à c'est une politique aux États-Unis. On peut dire que le mandat de Barack Obama a joué contre Hillary Clinton. Bien évidemment. Parce que quand vous voyez un peu lors de la campagne, c'est vrai qu'ils sont de même bord politique, mais Hillary Clinton s'identifiait beaucoup plus à une politique de continuité de la politique d'Obama. Bien sûr. Ils étaient tous ensemble, mais on n'a pas vu certaines innovations. Et que il n'y avait pas une identité Clinton. Il n'avait pas une identité Clinton, mais s'identifiait beaucoup plus au camp républicain. C'est normal. Non, au camp démocrate. Au camp démocrate, autant pour moi, au camp démocrate. Mais il fallait amener quand même une touche particulière. Dire ce que Hillary Clinton, en tant que président de la République, c'est qu'elle pouvait amener aux Américains. Mais les Américains n'ont pas senti cela. Et moi, dans les discours que j'ai suivis, dans ces passages, elle était beaucoup plus policée, beaucoup plus dans le monde de la relation internationale, comment ne pas froisser les partenaires, comment ne pas heurter les sensibilités au point sur le plan mondial. C'est dans ça qu'elle était. Mais Trump était plutôt dans l'American Way of Life, c'est-à-dire que comment les Américains devaient travailler, comment ils devaient gagner l'offensive, comment affronter les difficultés. Voilà les schémas que l'autre, Donald Trump, affichait, et ça accrochait. Mais l'hypocrisie de l'homme blanc faisait que tout le monde disait que mais qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il dit, mais allez, au fond intérieur, ils s'identifiaient à ce que Donald Trump disait. Et on n'a pas été surpris. Voilà le résultat des élections, et Donald Trump a déjoué vraiment toutes les tendances et même les pronostics. Au niveau de nous les journalistes, c'est que ça nous amène maintenant à éviter l'émotionnel. Il faut aller maintenant vers la raison. Et il y a un journal américain hier, avant même que les résultats tombent, il a fait sur sa une, il a mis Madame Clinton, Madame Présidente Clinton. C'est-à-dire, pour le journal Newsweek, c'est ça? Pour ce journal-là, c'est Clinton, il arrive à gagner. Donc, et les gens disent, mais pourquoi? Il dit, non, c'est comme le disait Ivoirien, il n'y a rien à faire. Alors, monsieur Jean-David Messanga, dites-moi, est-ce que les Africains, y compris leurs dirigeants, doivent s'inquiéter de la victoire de Donald Trump? Très bonne question. C'est le vrai débat. Je disais tout à l'heure que c'est des choses qui se passent à des milliers de kilomètres, mais nous accaparons, nous égousionnons, nous perdons beaucoup d'encre et de salive. Non, moi je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de penser que l'élection ou bien ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique va nous apporter quelque chose de plus. Non, il faut qu'on arrête cela. Certains disent que non, les loto-visas vont être supprimés, et comment vous appelez ça, les visas même à octroyer sont réduits, etc. Mais qu'est-ce qui nous envoie aux États-Unis d'Amérique? Tout ce que nous pouvons trouver aux États-Unis d'Amérique, c'est le bien-être, hein? Oui. C'est l'arcade du bien-être, généralement. Voilà. Le frère, bon, la folle que je trouve, c'est le bien-être. Je suis parfaitement d'accord. Il y a le bien-être ici aussi. Ouais. J'ai l'habitude de dire. Mais il n'est pas ce qu'on. Aujourd'hui, attends, les gens se lèvent aujourd'hui ce matin sans avoir un repas par jour. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis parfaitement d'accord. Y compris moi-même. On va y arriver tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on peut trouver là-bas, on peut le trouver ici aussi. À condition. Il faut une condition. Il faut qu'on travaille. Si nous tous nous partons pour aller rester, qui va rester pour innover? C'est-à-dire que nous devons amener
les autorités politiques à ce que le bien-être que nous allons trouver là-bas, qu'on nous trouve ça ici. Nous avons le droit de le demander. Mais si nous nous recroquevillons, nous nous cachons, on veut plutôt partir. Partir pour moi n'est pas la solution. Partir c'est mourir un peu comme on le dit. C'est une fuite en avant. Très bien, voilà, c'est une fuite en avant. Il faut qu'on reste ici pour amener les autorités à nous donner les meilleurs de vie ici. C'est ça qui doit se faire. Et donc il faut qu'on arrête. La preuve, quand on avait élu Barack Obama, j'étais le premier à être à SF ici, à 4 h du matin. On était joyeux, on disait voilà un noir aux États-Unis d'Amérique. On a rêvé. On a vraiment rêvé. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde se met d'accord avec moi que le rêve n'a pas été réalité. Et par conséquent, ce qui se passe là-bas. Moi je pense que nous débattons, c'est parce qu'on est journaliste, qu'on a ce débat, que je mets ce débat. Sinon, à mon avis, c'est un débat inexistant ou bien tombé dans l'eau. La même question à Ibrahim Atia. Les Africains, y compris leurs dirigeants, devaient s'inquiéter de la victoire de Donald Trump? Non, moi je pense que les populations africaines doivent être contentes et aussi certains dirigeants éclairés, je dis éclairés, les démocrates, ceux qui inspirent confiance en matière de bonne gouvernance et en matière de démocratie. De démocratie et surtout de travail pour le bien-être de la population. Mais ceux qui ont l'habitude de travailler pour soigner leur image vers l'extérieur, c'est eux qui doivent déchanter parce que ici, on a un Donald Trump qui ne mâche pas ses mots. Et lorsque ça ne va pas dans votre pays, il ne va pas passer par 4 chemins pour vous le dire, il va le leur signifier. Mais il ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il ne s'intéresse pas à l'Afrique dans son cabinet. Il n'a pas eu un spécialiste, il n'y a pas un conseiller chargé de l'Afrique. Malheureusement. Et même si c'est quoi? C'était le candidat Donald Trump. Maintenant, nous avons le président Donald Trump qui doit être habitué au dossier, au grand dossier du monde. Donc, il y a le dossier Afrique qui va arriver à la Maison-Blanche et il sera entouré de spécialistes pour pouvoir traiter cela. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il n'y aura pas de sentimentalisme dans sa façon de prendre les décisions. Nous voyons Donald Trump qui ne mâche pas ses mots. Oui, le tout n'est pas de ne pas mâcher les mots. Si dans un pays ça ne va pas, mais il ne va pas mâcher ses mots. Il dira mais qu'il n'y a pas la démocratie dans ce pays. Et c'est ça, c'est le message comme ça qu'il faut pour l'Afrique. On attend de voir. Nous sommes dans une Afrique où les dirigeants ne gouvernent pas pour le bien de leur population. Nous sommes dans une Afrique où les institutions de la République sont féodées. Nous sommes dans une Afrique où les dirigeants se comportent en dictateurs. Donc il faudrait qu'on ait au moins un observateur qui n'est pas beaucoup plus, qui n'est pas diplomatique, qui n'est pas mouillé, qui n'est pas mouillé aussi, qui est bien diplomatique, qui aura vraiment cette liberté de dire, monsieur, dans votre pays vous gouvernez mal. C'est ça, c'est ce message, c'est ce président-là des États-Unis. Ça fait l'ingérence. C'est pas l'ingérence. Quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, c'est que le président des États-Unis est le premier président du monde. Quoi qu'on dise, c'est ça. Bon. Et voilà. Et du moment où les Africains sont toujours tournés vers l'aide publique au développement, c'est que vous doivent aussi accepter qu'il y a de l'ingérence. Parce que si vous acceptez travailler, si vous acceptez développer l'économie, si vous acceptez gouverner selon les désidératas de votre population, vous n'allez plus tendre la main vers l'Occident. C'est parce qu'il y a un problème de malgouvernance. C'est parce que les présidents africains pillent les ressources de leur pays qu'il y a de la malgouvernance. C'est parce qu'ils font tout pour thésauriser de l'argent dans les banques occidentales que les gens souffrent, qu'on parle de la famine en Afrique. Donc si ces présidents-là gouvernaient bien et qu'ils n'ont pas de problème, je pense que la démocratie allait aller de façon naturelle, on n'aurait pas de problème. Donc comme on a des dictateurs, je pense que les présidents africains aussi des pour les contraindre aussi, pour les conformer à l'ordre démocratique. On l'espère. On va conclure le dossier américain, oui. On va conclure le dossier américain. Non, que les chefs d'État africains, comment dirais-je, soit des goulots d'étranglement pour leur population, je crois que ça foudra au pôle. Mais excusez l'expression, ça ne dit rien aux Américains. Est-ce que et il a été clair ce matin je veux défendre les intérêts des États-Unis. C'est-à-dire qu'il est d'abord président des États-Unis d'Amérique. L'exemple de Barack Obama est là pour nous édifier. Il est d'abord président des États-Unis d'Amérique. C'est ce qui va contribuer à l'éclosion, à renforcer, vous avez dit, renforcer ou bien rayonner encore dans le monde entier. C'est ce qui va
va contribuer à renforcer la puissance des États-Unis. C'est ça qui va l'intéresser. Ce ne sont pas les chefs d'État africains. D'ailleurs, il ne connaît pas certains pays africains. Même l'Afrique, je ne sais pas s'il connaît le continent africain. Il va dire, mais donnez-moi la carte. Il va chercher le Togo, c'est tout, ou on va peut-être ça. Ça ne lui dira rien. Donc, moi je dis que nous ne rêvons pas, ne rêvons plus. Nous avons dit, nous sommes tous d'accord que ça ne va pas dans le pays africain. Comment faire pour que nous comptons sur nous-mêmes? Je crois que c'est notre bataille qui doit être déclenchée. En tout cas, les Africains, non, il faut qu'on parle un peu du Togo. Non, je suis d'accord avec vous. Si vous voyez Donald Trump, vous voyez que c'est un monsieur qui veut protéger les États-Unis. Donc, ce qui voudrait dire que les États-Unis ne vont plus prendre de l'argent pour envoyer, pour lutter contre la pauvreté et autres. Il va plutôt vouloir à ce que les présidents africains créent de la richesse sur leur propre territoire. C'est notre espoir. D'accord, attendons de voir. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que l'Afrique aussi s'émancipe, s'épanouisse. Mais quand vous remarquez un peu l'argent que l'Afrique va déposer en Occident, et on parle de pauvreté en Afrique. Oui, nous sommes d'accord là. Ne comptons pas sur Donald Trump pour que cette terre soit rapatriée. Mais nous disons que ça va briser un peu la tendance actuelle. Alors, on va évoluer. Je vous rappelle qu'en juin 2015, quand Donald Trump avait déposé sa candidature aux primaires républicaines, les gens disaient, c'est qui celui-là? Il était recruté à peine d'1% d'intention de vote. 15 ou bien 18 mois plus tard, le voilà président des États-Unis et il veut redonner aux États-Unis sa grandeur dans le temps. Alors les Africains devaient se réjouir parce que pour quelqu'un qui vous ignore, vous devez vous battre pour montrer que vous représentez quelque chose. Alors on va parler du Togo brièvement. Le Togo, notre pays qui gagne 2 places. En fait, bon, qui a franchi de nouveaux caps concernant le processus de Millennium Challenge Corporation. Et ça, la lutte contre la corruption en est pour quelque chose. Ibrahim Akia? Oui, effectivement, le Togo a gagné 2 places. Vous savez que nous sommes partis dans ce processus. On ne parle pas de places, de nouveaux points. De nouveaux points plutôt. Ouais. Des places de nouveaux points. C'est-à-dire qu'on a validé 2 indicateurs. C'est ça. Nous sommes partis en 2014 avec 7 indicateurs validés, ce qui n'était pas la moyenne par rapport aux 20 indicateurs exigés par le Millennium Challenge. Et donc en 2015, nous avons pu valider 10, je parle du Togo, et cela nous a amené à avoir un programme beaucoup plus, le Threshold. Et aujourd'hui, on nous dit que selon la cellule du Millennium Challenge à compte au Togo, nous dit que nous avons validé encore 2 indicateurs, donc maintenant ça fait 12 indicateurs. Sur 20. Sur 20. Ça voudrait dire que nous sommes éligibles maintenant pour le programme compact. Et il faut préciser que quand vous voyez un peu ce programme, le Millennium Challenge Accord, c'est un programme d'aide au développement des États-Unis qui récompense les pays qui sont dévoués en matière de bonne gouvernance et surtout en matière aussi de politique et qui puissent prendre en compte le genre, c'est-à-dire que qui amènent la population aussi à s'épanouir. Donc voilà, il y a un ensemble de 20 indicateurs qu'on prend pour évaluer les pays qui sont candidats à ce programme. Et quand vous arrivez à avoir la moyenne et ou bien avoir au-dessus de 12, vous êtes éligible pour le compact. Donc la cellule du Millennium Challenge au Togo nous a dit que le Togo a validé en plus des 10 qu'on avait eu à faire en 2010, 2 encore sont venus s'ajouter. Ça fait 12 maintenant indicateurs que nous avons validés, ce qui voudrait dire que nous sommes éligibles pour le programme compact. Et on parle de la bonne gouvernance, la maîtrise de la bonne gouvernance au Togo, et on parle de la lutte contre la corruption, et on parle aussi de l'investissement dans l'humain, c'est-à-dire que dans le capital humain. Et quand on parle un peu de la lutte contre la corruption, on met en avant le vote de loi au niveau du Parlement par rapport à la haute cour de répression de la corruption et des crimes assimilés. On parle aussi du nouveau code pénal qui prend en compte dans lequel plutôt il y a des dispositions contre la corruption. Donc je voudrais dire que le Togo prend des mesures vraiment idoines pour lutter véritablement contre la corruption. Quand on parle de lutte contre la corruption, on fait en même temps appel à la bonne gouvernance. Donc le Togo est en train de faire vraiment des efforts sur ce côté-là. Et voilà, nous avons validé encore 2 indicateurs. Et c'est très bien. Mais seulement, je voulais préciser. Rapidement, pourquoi David parle aussi des indicateurs dont on parle. C'est vrai que c'est une fierté nationale. Mais moi, je vois ça plutôt sur le papier. Je ne vois pas ça encore. En réalité, depuis on parle le premier programme, on n'a pas vu le financement. Aujourd'hui, rien ne change. La misère reste toujours. La loi a été votée. Mais la proposition gagne. Donc sur le papier, on a un texte qui
dit qu'il y a la haute cour de répression de la corruption, mais dans le concret, ça n'existe pas. Les gens continuent à voler, on voit les gens qui pillent le pays, on les connaît. Ils sont pas inquiétés. Quand on parle un peu de choses du code pénal avec les pratiques de bonne gouvernance, aujourd'hui, on parle de la lutte contre la corruption, c'est vrai, mais il y a des scandales énormes dans ce pays qui ne sont pas élucidés. On parle de l'investissement dans l'humain. Aujourd'hui, c'est vrai, l'État investit au niveau du développement à la base. Il y a des politiques pour atténuer la pauvreté, pour amener les gens à aller vers l'auto-emploi et autres. Là, on améliore les conditions de vie des gens. Mais l'investissement fait là-bas, les milliards qu'on déverse au niveau du développement à la base, mais je dirais que la montagne a accouché d'une souris. Parce que les résultats que nous avons, c'est vrai qu'on a des résultats, c'est vrai, mais ce n'est pas la hauteur d'un milliard investi. C'est ça le problème aussi. Des résultats sporadiques. On voit des gens, oui, c'est vrai que ça a amélioré. Dans certains villes, vous allez voir des gens qui disent que oui, avec le on fait le commerce, avec le provenable, les 30 000 francs de prêt et autres, là, ça amène les gens à sortir de la pauvreté. Mais c'est éphémère. C'est vraiment ça. C'est ça le résultat par rapport aux milliards. Chaque année, vous apprenez qu'on investit 10 milliards au niveau du développement à la base. Vous apprenez qu'il y a beaucoup. Mais l'accumulation, quand vous faites le calcul, la somme de tous ces milliards déversés au niveau du développement à la base, est-ce que c'est le résultat là qu'on doit avoir sur le terrain? Voilà la question. Il a presque tout dit. Voilà, voilà, c'est ce que je disais, que par exemple, lorsque on investit ou bien on insuffle 10 milliards de francs de l'aide au développement à la base, etc. Et si ce n'est pas bien géré, ne pensez pas que c'est un Donald Trump qui viendra vous dire, voilà, et gérer bien, etc. Donc ça c'est une parenthèse. Non, je crois que le confrère a bien maîtrisé cette histoire de Millennium Challenge raconte, etc. Avec des termes donc grandiloquents, etc. Mais est-ce que tout le monde, tous les Togolais, les citoyens lambda, etc., comprennent ce que le collègue a dit? Alors je crois qu'à partir de ce moment, il y a un autre travail à faire. Ça c'est un. Et de deux, tout ça ne correspond à aucune réalité extra-linguistique pour le citoyen. On a gagné 2 points, les critères d'évaluation, etc. Ça ne vaut rien. Et c'est ce que moi je voulais dire. Et il a bien nuancé que, en fait, c'est ça, mais dans la réalité réactive, qu'est-ce que nous constatons? Sur le terrain. Sur le terrain, rien. La paupérisation grandit, les graissements de dents. Honnêtement, on a l'impression même que ces points que nous gagnons nous conduisent à reculer encore. J'ai l'impression. À tel point que, finalement, pour moi, ce sont des termes, des techniques que les gens restent dans les bureaux, élaborent pour, je ne sais pas, amuser la galerie, excusez-moi l'expression, parce que, une fois encore, ça ne correspond à aucune réalité. Est-ce que nous avons gagné du point? Ma vieille qui est au village là, est-ce que sa vie a changé vraiment? Non. Est-ce que le fonctionnaire togolais, tu l'as dit d'entrée de jeu, et c'est une vérité, ce matin, est-ce que tout le monde a mangé à sa faim? Ça fait comme il se doit. Est-ce que nous avons trouvé un repas par jour d'abord? Est-ce que nous avons trouvé du carburant, mettre dans nos voitures pour circuler, aller au service pour ne pas être tapé par la pluie et bien, comment dire, et bien servir notre pays? Je crois que c'est à midi, faites un tour vers le caser, vous allez voir les gens, savez, ça je me rappelle des jeunes, et on achète un morceau de d'igname et de l'arachide, c'est bon. Je ne te coupe pas la parole. Vous l'avez, la TVT avait une émission, comment ils appellent ça? J'oublie le nom maintenant, où on donnait la parole aux citoyens. Et dit, mais voilà, que le citoyen togolais ou bien le fonctionnaire togolais souffre. À midi, vous le voyez bien habillé, mais à côté, il mange, je cite. Donc tout cela doit interpeller ceux qui font ces études commandités par la Banque mondiale ou bien nos partenaires économiques qui sont dans leur bureau, dans leur 4x4, ils circulent. Mais la réalité est tout autre. Je crois que c'est ce combat que nous devons mener, s'il vous plaît. C'est ce combat que nous devons mener. Comment le mener? Je ne sais pas, mais vous et moi, je crois que nous participons à notre manière à ce petit combat d'une manière ou d'une autre. Merci Jean-David Bessanga, merci Ibrahim Atia. Mesdames, Messieurs, la pause s'impose. On va suivre la publicité derrière notre invité Nicolas Agbo. Il est député, il est aussi cadre du Comité d'action pour le renouveau CAR. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30.
Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité. Nous recevons ce matin le honorable député Nicolas Agbo. Il est du CAR. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça Ça n'a pas été facile, mais finalement, vous Merci. êtes là. Je suis là. Alors, l'actualité oblige, on est obligé de retourner encore aux États-Unis. Bon, on va en parler toute la semaine. C'est sûr, c'est la première puissance quand même. Malheureusement. Ouais. Alors, les États-Unis, depuis ce matin, ont un nouveau président. Il s'appelle Donald Trump. Il s'habille comme moi. Oui. Vous savez, personne ne donnait gagnant à Donald Trump. Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Et c'est de la responsabilité des Américains. Il n'y a rien à dire à propos. Ah bon? Voilà. Une leçon pour vous? Non. En tant que politicien? En tant que politicien. Vous tirez une leçon de ça? Je tire une leçon de ça. C'est que laquelle? Ça veut dire que la leçon, c'est que les sondages et autres là, il ne faut plus tellement s'en tenir. C'est cela. Okay. La responsabilité revient aux populations de décider. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, vous êtes inquiet de sa victoire? Non, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. La politique américaine, il faut l'observer de près. Parce que ce n'est pas la question d'une seule personne. Il y a toute une structure et un pouvoir organisé. Et c'est en cette direction-là qu'il faut voir la chose. Ceux qui se précipitent pour dire qu'il aura ceci, il aura cela, ça c'est du bluff. Alors, vos impressions sur les élections aux États-Unis d'Amérique? Non, nous avons toujours apprécié les élections aux États-Unis. Et c'est ce qui s'est passé. Donc personne ne dira pas que, parce que les gens ont dit que ce n'est pas lui qui va gagner, et quand il a gagné, il y a faute. Mais lui-même, Trump lui avait menacé, s'il ne gagnait pas, il n'allait pas reconnaître sa victoire. Il faut reconnaître des propos politiques par rapport aux amusements aussi. Tout ça là, il faut en tenir compte. C'est un monde politique. Voilà. On va revenir chez nous au Togo, on va revenir à nos Togolais rues, comme le disait le grippe. Alors on va parler du CAR. Mon parti. Ce CAR conduit depuis 8 ans par Maître Pébon vers, enfin, il y avait des petits soucis, mais on peut dire aujourd'hui que les problèmes sont derrière nous. Oui, bien sûr. Vous avez bien situé la chose. Nous avons connu un sérieux problème au CAR pendant 12 mois, mais aujourd'hui, on remercie Dieu. La crise est derrière. Il faut qu'on regarde devant maintenant. C'est ça. D'où vous est venue la solution? Bon, la solution, elle est venue de la base, ce que nous appelons les fédérations. Nous sommes arrivés à un moment où la situation était tellement difficile qu'on ne savait pas où donner de la tête. Et il a fallu que les fédérations, je ne vais pas aller dans les détails, à partir des fédérations des régions et sur le plan national se retrouvent pour dire que c'est nous qui avons la légitimité et il faut qu'on prenne notre responsabilité. Et c'est ce qui s'est passé le 22 passé. Le 22 octobre passé. Le 22 octobre passé. Alors, oui. Ma petite tête de journaliste me titille tout le temps. Et on a souvent dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Mais comment on est? Jusqu'à présent, moi je ne crois pas. Je ne vois pas. Que s'est-il passé au juste? Je dis qu'on ne va pas revenir sur la crise. On va revenir. Ce qui est venu, ce qui arrive au CAR, ce n'est pas une question de personnalité. Tout à fait. C'est une question d'idéologie, de méthode. C'est cela. Parce que tous les partis politiques ont leur façon de diriger. Chaque formation politique a sa façon de mener sa politique. Et c'est ce qui s'est passé au CAR. Ce n'est pas une question de personnalité ou bien de personne. C'est ça. Vous êtes rendu compte que l'idéologie, on quittait l'idéologie, évidemment, on quittait l'idéologie libérale pour venir à l'idéologie socialiste par exemple? Si on a eu ce problème, c'est parce que nous avons eu cette situation. Et il faut revenir là-dessus. Alors c'est quoi la méthode CAR en fait? La méthode du CAR, c'est la politique pragmatique basée sur les résultats, en opposition à la politique populiste sans résultat. Mais cette politique du CAR n'avait pas marché, puisque quand vous avez en 2007, vous avez 4 députés. Non, mais il ne faut pas remonter à 2007, il faut remonter à 2011. À chaque fois qu'on a sollicité le CAR, les résultats ont été probants. Que ça s'est passé en 2011? C'est-à-dire que nous faisons de la politique une réalité, nous faisons la pression, nous dialoguons et nous avons un résultat. Lesquels par exemple? Non, mais les libertés, que ce soit d'expression, de religion. Ça, c'est pas le CAR.
Pourquoi tu dis pas la philosophie du phare? Qui a piloté le phare? Mais les libertés, on les a eues après la conférence Non, mais il ne faut nationale. pas oublier la personnalité du maître Agboibon. Je remonte à 91. À 91, Oui, j'ai dit et non, 91. Et non, 2011. 91. C'est des réalités qu'il ne faut pas Mais en perdre de vue. 91, c'est pas Agboibon, il y avait Kofigo, il y avait plein de gens, hein. C'est lui qui a Le maître Kassé, très nombreux. C'est lui qui a piloté ça. C'est lui qui l'a piloté. Et les résultats, personne ne peut nier. Ce que je voudrais qu'on ne fasse pas, c'est que ceux qui ont 25 ans aujourd'hui n'ont rien vu. Absolument. Il faut qu'on leur donne ces informations-là pour qu'ils se les s'approprient pour le développement, l'épanouissement de notre pays. Alors, oui, allez-y, allez-y. J'ai dit que c'est une politique pragmatiste basée sur les résultats en opposition à une politique populiste sans résultat. Et à cela s'ajoute le couplage de la pression et la résolution des problèmes des populations. Lorsqu'on est parti politique, il ne faut pas dire que c'est quand on va accéder au pouvoir qu'il faut essayer de régler les problèmes des populations. Cela ne veut pas dire non plus que l'opposant qui est contre le pouvoir a de l'argent sorti pour régler les solutions, les besoins, mais il faut agir. Mais j'allais justement poser cette question. Mais Maître Agboibon était Premier ministre, mais il n'a même pas pu arriver à trouver du financement pour goudronner la route maintenant chez le village Couvé. Vous savez. Et ça, les gens le reprochent aujourd'hui. Cette affaire-là, c'est une feuille de route qui a été donnée à Maître Agboibon. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Il lui était demandé, après avoir présidé et le dialogue, qu'il a réussi d'organiser des élections. Il l'a fait et on a repris la coopération. Tout dont le Togo a bénéficié aujourd'hui, c'est par rapport à la reprise de la coopération, peu importe la gestion qu'on en fait. On ne peut pas dire que celui à qui on a demandé de poser un acte ponctuel peut aller négocier quoi que ce soit. J'ai été chargé de mission à la primature, je sais comment les choses ont fonctionné. Il a réussi sa mission. Voilà. Bon, honorable, vous savez, il y a en tout cas un bon nombre de vos militants, des militants du CAR bien évidemment, et qui n'étaient pas en phase avec la politique de Maître Agboibon et qui ont beaucoup contesté ce qui s'est passé à l'hôtel La Mugette récemment, et qui décident d'aller s'abriter sous leur propre hutte. Je veux parler d'une formation politique qu'ils envisagent mettre sur place. Est-ce que vous avez un sentiment de regret ou bien de satisfaction par rapport à cela? De regret et de satisfaction en même temps. De regret parce que c'est des gens avec qui nous avons travaillé ensemble pendant 25 ans. On a collaboré, on a fait des choses ensemble. Mais à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que c'est comme c'est des étrangers que nous avons hébergés parce que des gens qui n'ont pas dans leur moi propre la méthode du parti. Mais un parti est fait pour évoluer, le monde évolue, il faut que le parti évolue aussi. Cette évolution-là, c'est quoi par exemple? Mais nous sommes aujourd'hui à l'heure d'un tic, à l'époque on avait ça, c'était des machines à taper. Aujourd'hui on évolue, il faut que le parti aussi évolue, et suivant le monde. Ceux qui partent ne disent pas que nous avons des machines à taper, c'est pourquoi ils partent. C'est parce qu'ils ne sont pas en phase avec la méthode du parti, c'est pourquoi nous avons souffert pendant 8 ans. Je ne regrette pas parce que si c'est cette crise-là qui va nous permettre, après cette purification, de décoller et d'aller de l'avant, tant mieux. Mais M. Agbo, sous Maître Agboibon, le CAR a eu une sorte d'embellie, puisque sous Agboibon, le CAR a eu 4 députés, je vous rappelle, en 2007, mais avec Agboibon, le CAR a amélioré son score. C'est un faux problème, cette façon de penser les choses. On veut le dire pour rabâcher des non-dits. C'est le rabâchement des non-dits. C'est un travail collégial que nous avons fait pour en arriver là. Et Dieu seul sait comment nous avons mené ce combat. Nous ne pouvons pas faire des détails ici. Le président sortant la dernière fois, le président sortant quand il est revenu, a dit qu'il demande à Dieu de pardonner ceux qui sont de l'autre camp parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je lui renvoie la balle. Dieu va leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Mais honorable, on a senti aussi que les fédérations, en prenant leurs responsabilités, se sont rendues compte quand même qu'il y avait une politique de pourrissement qui ne disait pas son nom, qui était entretenue par son parti. Non, ils n'ont jamais dit ça. Politique de pourrissement, c'est la résultante du non-respect de la méthode. C'est ça. Et c'est ça qu'ils sont venus arranger en mettant sur pied un comité intérimaire dirigé par M. Nador Aoukou. Un inconditionnel de M. Yaovi Agboibon. Ne dites pas un inconditionnel de M. Yaovi Agboibon. Mais on connaît M. Nador Aoukou, le connaît, il ne jure que pas M. Agboibon.
Non. On dit un inconditionnel du CAR. Un inconditionnel du CAR, comme moi. Pas de Maître Gbagbo. Maître Gbagbo, c'est un monument, c'est un animal politique. Nous avons tous appris de lui. Mais et lorsque nous agissons par rapport à ce qu'il nous a appris, il ne faut pas dire que nous sommes un inconditionnel de lui sur le plan négatif. Il faut considérer ça sur le plan positif. Nous ne le disons pas sur le plan négatif, mais ce qu'on sait, vous et Naokoum-Nador et les autres ne jurez que par Gbagbo. La preuve, on vous soupçonne de vouloir faire venir Gbagbo encore aux affaires. Vous savez. Mais Gbagbo, il a plus de 80 ans. Oui. Vous savez, un parti politique, c'est une institution. Et une institution, c'est tout pouvoir organisé. Comment moi, Nicolas Go, je peux décider que M. Gbagbo revienne à la tête du parti? Mais il a dit ça, c'est une responsabilité. Il a dit que les gens sont venus le voir pour lui demander de revenir et de redresser le parti. Je suis allé lui dire que nous sommes à une étape où les choses ne marchent pas. Si vous avez encore de la force pour venir redorer le blason du parti. Donc vous confirmez que Gbagbo serait le prochain président du CAR? Je ne le dis pas. Ça dépend des militants. Lorsqu'on ira au congrès, c'est les militants qui décideront de ça. Mais est-ce que les statuts du parti interdisent ce que M. Gbagbo revienne? Pas du tout. Les textes sont là. Les statuts n'interdisent à personne pour avoir déjà fait un mandat de revenir. Dans le slogan c'est là, les gens ne comprennent même pas ça. Abat les vieilles méthodes, vive le renouveau. Les vieilles méthodes ne veulent pas dire que les anciens du parti n'ont qu'à partir. Alors je trouve cette occasion pour pouvoir l'expliquer aux Togolais et au monde entier. C'est un abus de langage de dire que quand on dit Hohonei et Yoneva, ça veut dire que les anciens qui constituent un socle pour le parti n'ont qu'à partir. Ce n'est pas le cas. Abat les vieilles méthodes et vive le renouveau. Lesquelles par exemple? Non mais tout ce qui contribue un frein, un goulot d'étranglement pour l'évolution de la chose politique, c'est ça que nous appelons les vieilles méthodes. Donc, si voilà, nous avons vécu sur le jour de la dictature, nous avons vu ce que ça a donné. Et aujourd'hui, nous disons que ces méthodes-là, il faut qu'on les ait derrière. Alors, monsieur, vous n'avez pas peur, aujourd'hui que votre parti soit encore victime de division, ou bien soit encore minoritaire avec le futur probable de Apébon et son camp. Quand on dit aujourd'hui mettre Apébon à des soutiens. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve d'irresponsabilité. C'est ça. C'est pourquoi nous revenons à la charge. Le CAR, c'est un grand parti. Feindre de ne pas le connaître est une grave erreur. Mais nous allons le mettre dans une situation d'ancrage pour faire face aux échéances à venir et vous verrez. Alors justement, le CAR depuis un certain moment s'identifie aujourd'hui à deux préfectures. Soyons honnêtes, disons-le tout droit, la préfecture de Yoto et la préfecture de Vaud. Alors vu que Maître Apébon est de Vaud et tout marche bien, enfin, en principe il doit quitter le CAR et faire créer son propre parti, alors le CAR ne risque pas de devenir un parti préfectoral? Non. Lorsque vous regardez après les élections le tableau, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des élus dans des fédérations, dans certaines préfectures, que vous allez dire que le cas se résume à Yoto et à vous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens dans des préfectures où le nombre de votants est le tiers de certaines fédérations où des gens sont élus. Il y a tous ces problèmes-là qu'il faut régler. Donc voilà, le cas c'est un parti national. En 1994, le CAR avait 36 députés. C'était majoritaire. On a vu ce que le CAR a fait de cette majorité. Vous savez ce qui a fait de cette qualification une dégringolade après. Qu'est-ce que le CAR en a fait? Oui, le CAR n'a rien fait avec cette majorité. Le CAR a passé son temps à se disputer avec l'UTD au point que le RPT ne reprenne tout le pouvoir. Là aussi, je vous dis, on est allé aux élections. On a gagné les élections pour faire quoi? C'est pour diriger. En ce temps, à Gbagbo, le poste de Premier ministre lui revenait. Mais c'était une coalition, CAR et UTD. Oui. Et c'est bien écrit dans la Constitution, le chef de l'État choisit le Premier ministre parmi la majorité parlementaire. Et la majorité est formée du CAR et de l'UTD. Et nous avons décidé en notre sein, entre le CAR et l'UTD, que c'est celui qui a le plus de députés qui doit être Premier ministre. Alors quand M. Edema a nommé Demkondio, pourquoi le CAR ne va pas prendre la présidence de l'Assemblée et évoluer ensemble? Le CAR va prendre la présidence de l'Assemblée pour aller faire quoi? Faire passer quel test? Le président de l'Assemblée, c'est la deuxième personnalité de l'État. Non, je ne refuse pas. C'est une question d'éthique. Vous avez promis aux populations que lorsque vous nous choisissez, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. On est à l'Assemblée en étant une majorité minoritaire. Excusez-moi le terme. Ça ne passera pas.
Je pense que vous êtes des journalistes, des avertis, des gens avertis. Vous comprenez bien ce que Dans le cadre, ne regarde pas ce qui s'est passé en 1994. Quand il a boycotté l'Assemblée pendant 9 mois, et laissé la place au petit qui a fini par acheter 2 de vos invités, à la Bebaïdje et à Idam Tchotchenyo, pour redonner la tendance. À Goudamouni, tout ça là. Il n'est plus de ce monde. Voilà, nous regrettons le fait qu'on ait eu cette majorité et qu'on n'en ait pas profité. Ouais. Ce n'est pas la faute au cas. Il faut qu'on ait l'amabilité de dire la vérité à nos populations. Pourquoi? Lorsque vous me donnez le nom de Dem Kodjon, on lui propose le Premier ministre parce qu'il y avait déjà un accord entre nous, va-t-il l'accepter? Et posez-lui la question. Mais on a vu dans ce livre aussi de Kodja Kouzé, Maître Bebo, puisque dans le livre écrit par le confrère ivoirien, le patron de Patenté Manté, je me rappelle le nom, Venance Kona. Alors, il dit à Venance Kona que pendant qu'ils avaient un deal, un accord, on a vu Maître Bebo aller voir Edma, lui dit d'oublier, d'ignorer Dem Kodjo. Et quand il a appris, il s'est fâché, lui aussi il a accepté le poste. Vous avez c'est comme si Maître Bebo a trahi. Vous avez une fois interrogé Bebo sur la véracité de ces allégations. Mais ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc dans un livre. Non, est-ce que la manière dont les choses se passent, il y a des trucs qui sont écrits de façon paradoxale que ça. Il ne faut pas tellement en tenir compte. Moi, je suis du SCA, je sais ce qui s'est passé et c'est ce que je suis en train de vous dire. On va évoluer maintenant. Voilà. Non, on va évoluer. Que vous nous expliquez un peu la majorité minoritaire. C'est-à-dire que... Ce que je veux dire par là, oui. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée. Par rapport à certaines alchimies, nous sommes devenus minoritaires. Oui. Par rapport à vos divisions. Voilà. Oui. C'est ce que je veux dire. Donc vous avez le sentiment que... Si Abebo acceptait d'être président de l'Assemblée, ce serait un premier président de l'Assemblée de fait. Mais Maître Ebo a accepté d'être premier vice-président, ce qui est paradoxal. Oui. Mais pourquoi accepter alors la première vice-présidence? La composition du bureau. À notre Assemblée actuelle, nos règlements intérieurs disent qu'il faut tenir compte de toutes les sensibilités. Mais on nous a empêchés d'être dans le bureau. Nous avons communiqué largement là-dessus. Dans le cas à l'époque, on avait préféré la première vice-présidence à la présidence. Non, ce n'était pas ça. Au moins... C'était la primature et la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que le vice-président de l'Assemblée nationale peut faire si ce n'est pas... Nous sommes toujours dans la logique de respecter nos engagements. C'est bien cela. C'est-à-dire qu'à l'époque, les députés de l'UTD, vous avez le sentiment qu'ils s'identifiaient aux députés du... Non, après, on a vu, mais ce qu'on a dit que l'UTD était parti, tu vois le mot là, je voulais, le parti charnière. Le parti charnière, d'abord, cette déclaration, mais je voudrais qu'on évolue en disant autre chose par rapport à ça. C'est une question qui me titille depuis là. Oui, c'est qu'on est depuis 1981. Moi, ce que moi je voulais dire, c'est que, excusez, dans tout groupe social, il y a toujours que, à un moment donné, les esprits ne se mettent plus d'accord sur certaines choses. Le cas de l'UFC est là pour la session, etc. Et même l'ANC aussi, déjà au sein, il y a des gens qui ne se mettent pas d'accord sur certaines choses. Alors moi je crois que ce que vous avez dû faire, et ce n'est pas encore tout à fait... C'est une question? C'est une question. Okay. Ça viendra, la question vient. Donc c'est une introduction des formations professionnelles. Vous avez pu anticiper sur ces problèmes aujourd'hui, mais vous ne l'avez pas fait. Non, c'est que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on a fait jusqu'au 22 octobre. Si on en est arrivé là, ça veut dire qu'on a utilisé tous les moyens qui pouvaient nous permettre d'arriver à ce à quoi vous faites allusion. Et vous avez suivi Maître Apévo avant-hier dire que la réconciliation est impossible. Alors que... Et le avait tendu. Alors que le président du comité intérimaire, tout le matin, a tendu cette main et a sollicité... a fait en sorte qu'on se retrouve encore. Des fois, si vous voulez vous saisir la main, on risque de prendre tout votre corps. Voilà, ce que je continue de dire, c'est que là aussi, si nous disons que nous avons une méthode, une manière de faire de la politique que les autres ne partagent pas, ils ne peuvent pas être avec nous. Ils peuvent se constituer en parti politique, on peut évoluer en partenariat après, au cours des élections. Nous n'avons rien contre nos frères, nos amis, qui sont devenus des dissidents. Nous continuons de croire qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments pour revenir à la maison. Et que faites-vous pour? Est-ce que vous créez des conditions pour ça? Non, le président du comité intérimaire, je t'ai dit, c'est suite à sa déclaration que M. Apévo est intervenu
sur RFI pour dire que non, la réconciliation est impossible et que les gens ne s'étonnent pas de ce qu'ils créent un parti très prochainement. Mais ça n'empêche pas de faire un pas vers lui. Absolument. Absolument. Non. Il y a des non-dits, je vous ai dit. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des antennes ici? Non, on en a tellement fait que si lui-même il est arrivé à la conclusion que c'est impossible aujourd'hui, il faut en tenir compte. Est-ce vrai que, parce que Maître Agbouébor soupçonne, Maître Apé, votre proche de Jean-Pierre Fabre, que la crise est née? Non. Moi, je vous ai dit que la crise est une crise idéologique. Lorsque nous sommes dans un parti politique et que nous qui sommes très attachés à la manière de faire du parti, nous constatons qu'il y a des gens parmi nous qui ne voient pas la chose de cette manière. Il ne faut pas aller à crescendo. C'est peut-être que cette manière-là n'évolue pas. C'est ce à quoi Junior voulait faire allusion dès le début. Que le monde évolue quand il a... C'était une parabole, quand il parlait de machine à taper. Mais on a l'impression que la manière de faire au cas n'évolue pas. C'est une impression, je ne sais pas. Et c'est peut-être ça qui fait que il y a eu donc cette scission-là au niveau de la mentalité. Vous avez bien dit que c'est... il faut s'adapter au temps. Voilà, c'est une crise idéologique. Nous avons eu le mérite de dire que c'est ça qui est bon pour les populations. Aujourd'hui, si ce n'est pas bien pour les autres, eh bien... Qu'est-ce qui est bon pour les populations selon vous, monsieur Abdou? Ce qui est bon pour les populations, c'est que nous sommes en lutte pour l'alternance. Je ne vois pas comment des gens peuvent procéder par la méthode de pression et ne bénéficier rien de la pression. Je vous donne l'exemple de juin 2012. Oui. Vous avez vu autant de monde de Togolais qu'on a mis dans la rue. Oui. Au moment où l'interlocuteur se voit dos au mur et demande qu'on s'asseye, on demande le départ du président de la République. Et le résultat, vous l'avez vu. Par le passé et jusqu'à aujourd'hui, ou bien avant que M. Agbouébor ne quitte la tête du parti, vous avez vu nos méthodes. Notre méthode, c'est que nous faisons la pression et nous dialoguons pour avoir quelque chose en attendant de reprendre. Il y a eu des résultats? Il y a eu des résultats, des résultats probants. Lesquels? Mais je vous parlais tout d'abord des libertés, que ce soit des libertés religieuses, des libertés d'expression. L'avènement du multipartisme avec la charte des partis politiques, le retour des exilés et autres là. Mais c'est pas Agbouébor seul. Que dites-vous du professeur Ninevi, Maître Egmont, professeur Abodon, les affaires qui a incarné ça? Qui a incarné tout ça? Mais le professeur Ninevi et la CDPS, c'était des partis clandestins qui existaient depuis qu'ils faisaient le boulot. Et c'est eux-mêmes qui ont suscité la clandestinité. La retraite en 90. Non, mais lorsque vous êtes dans la clandestinité et que vous n'agissez pas. Mais attends, c'est les Ninevi qui ont agi. Les professeurs Adoua, ils ont motivé les étudiants. Ne jugez jamais la graine du poivre d'après sa petite taille. C'est quand vous la goûtez que vous savez comment elle pique. C'est comme cela. Les gens n'ont pas eu l'audace d'aller vers celui qu'il faut aller. Celui qui l'a fait, mais il faut avoir le mérite de le lui reconnaître. Mais bien sûr, ça, nous pouvons nous égosiller de le dire. Et quand nous le disons, comme les gens ont l'habitude de dire qu'ils veulent qu'il revienne à la tête du parti, ce n'est pas le retour d'une personnalité, mais je rappelle que c'est le retour d'une méthode. Peu importe celui qui va incarner cette méthode. Si je suis capable de l'incarner, eh bien au prochain congrès, vous me verrez être candidat pour diriger le CAR. Dans moins de 2 ans, on aura les législatives au Togo. Est-ce que le CAR se prépare pour? Bien sûr, nous avons traversé des problèmes. Actuellement, le président du comité intérimaire, par rapport à sa feuille de route, est en train de colmater des brèches, fait tout ce qu'il peut pour remettre le parti sur les rails et vous verrez. Bientôt le congrès, après le congrès, vous allez désigner vos candidats? Mais bien sûr, s'il y a les élections, nous allons désigner nos candidats. Mais pourquoi le CAR n'est jamais sur le terrain? Pourquoi le CAR fait des meetings, des réunions publiques? Pourquoi? Le CAR en faisait. C'est cette crise qui a fait que mais on ne peut pas avoir cette crise. On a mis le parti en veilleuse pendant 1 an. Le comité directeur... Mais bien avant, il n'y avait jamais de meeting du CAR. C'est quand les élections s'approchent qu'on voit le CAR sillonner des professeurs. Pourquoi le CAR devient parti amorphe et qui ne bouge pas? Nous ne faisons pas des actions. Mais c'est l'impression, nous sommes de la presse, on voit les partis qui sont sur le terrain. Non, nous faisons des actions sur le terrain. Peut-être pas dans le C'est quand la dernière fois vous avez rencontré votre base dans le Yoto? Je vous dis, moi je suis chaque semaine dans le Yoto. Et vous faites des réunions publiques? Mais bien sûr, même à l'intérieur du pays. Mais au cours de cette crise-là, même nous, on a sillonné le pays.
Maître Apebo aussi a sillonné le pays. Ouais, on a vu ce que vous êtes parti faire. C'était pas pour mobiliser, c'était pour se diviser. Parce que Non, c'est pour donner les informations. C'était la tendance, oui, par rapport à la des informations crise. contradictoires. Non, par rapport à la crise, c'était ça. Oui, mais vous avez dit qu'il y avait une guerre d'idéologie, un conflit d'idéologie au sein du CAR. Et l'idéologie de Maître Agboibo, qui est une idéologie de pression, de discussion, de pression et après de discussion, mais a coûté cher au CAR. Parce que à un moment donné, les gens ont parlé de collaboration tacite entre le CAR et le pouvoir en place. Mais est-ce que maintenant, c'est cette idéologie qui va continuer, bien vous allez innover un peu dans votre approche? Ce qui nous importe au CAR, ce n'est pas notre personne. Maître Agboibo a toujours dit que s'il voudra pleuvoir, il faut qu'il pleuve dans les champs de tous les Togolais. S'il faut se sacrifier pour que le Togo ou bien les Togolais bénéficient de ça et qu'on dise des chantages sur lui, il est prêt. La preuve est que l'histoire dira que c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait ceci. Alors pensez-vous réellement qu'aujourd'hui le CAR... Nous avons eu des coups. Nous avons eu des coups. Notre passage à la primature, vous avez vu ce que ça a donné. C'est ça qui a fait que nous sommes fragilisés jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça n'a pas donné au Togo aujourd'hui? Mais ça suffit pour nous pour qu'on dise que c'est grâce au CAR, à la méthode du CAR, que le dialogue a réussi. J'en sais quelque chose. Mais l'accord de base que nous avons fait à Lomé ici, c'est mieux que ce qu'on a envoyé à Ouaga parce qu'on ne veut pas signer tout simplement parce que c'est Maître Agboibo qui a dirigé. Mais quand on en est allé là-bas, avec quoi on est revenu, c'est au rabais. Donc, pour dire que nous pouvons avoir des coûts pour avoir posé tel acte, il suffit que ça bénéficie au pays. C'est ça l'importance pour nous. Alors, on reproche au CAR, surtout à Maître Agboibo, que pendant qu'il était Premier ministre, il n'a pas pu matérialiser les réformes politiques prévues par l'APG, l'accord politique global. Ouais. Il est dit dans l'APG que c'est tous ceux qui ont signé l'accord qui doivent faire partie du gouvernement. Vous avez vu que... Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais non, laisse-moi vous développer cet aspect. Oui. Il est clairement dit dans l'APG que c'est tous ceux qui ont signé, tous les partis qui ont signé, les associations qui ont signé, qui doivent faire partie du gouvernement. Une fois qu'on a nommé Maître Agboibo, vous avez vu que l'UFC, qui était le plus grand parti, a refusé de siéger. L'UFC, il a été floué. Ils ont dit. Floué comment? Non, c'est ce qu'ils ont dit, je rappelle. Non. Quand on est allé à Ouaga, on a dit que le président peut nommer celui qu'il veut. C'est ce qui a été dit dans l'accord. Dans l'opposition. Oui, dans l'opposition. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut dire que lui, il est floué. La raison profonde qui a fait qu'on n'a pas fait les réformes au cours de la transition, c'est parce que... Au cours de pas la transition. C'était pas la transition. C'est quoi? Mais en 2007, c'est pas la transition. C'était une petite transition. Ok, allons-y. C'était une petite transition qui a débouché sur les élections de 2007. Ça, c'est une transition. Mais si c'est que nous tous, nous étions représentés dans ce gouvernement, je ne vais pas donner le nombre de postes ministériels qu'on a accordés à l'UFC en ce moment-là. C'était 6, on a vu, c'était 6. Vous voyez, on pèserait lourd au sein du gouvernement pour prendre des décisions. Mais c'était pas évident. Puisque il y a le comité de suivi qui devait être prévu. Hein? Non, mais le fait de boycotter le gouvernement était quelque chose pour le pouvoir de dire que nous ne sommes pas au complot. Par conséquent, c'est après les élections législatives qu'on doit faire les trucs. Et c'est ça qui a fait que nous traînons cette casserole-là jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la raison profonde. Alors, que faut-il faire pour qu'on ait enfin les réformes? Parce que partout, Togo maintenant, c'est le leitmotiv, c'est le message partout. Les réformes. Même s'il ne peut pas faire les réformes. Pour aux élections de 2015, nous avons dit que si on ne fait pas ces réformes-là, il n'est pas question d'aller aux élections. Vous avez boycotté, ça c'est une stratégie. Nous avons boycotté en respectant la décision que nous avons prise. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous allez aux élections, ça veut dire que vous consolidez celui qui refuse de faire les réformes. Donc, si je comprends bien, s'il y avait les réformes avant 2018, vous n'irez pas aux législatives? Les élections législatives, c'est différent des présidentielles. Quoi qu'il arrive, nous, que ce soit les élections locales et les législatives, nous ne boycotterons jamais ces deux élections. Mais si c'est les élections présidentielles et qu'on ne fait pas les réformes, nous devons nous retrouver pour voir s'il faut aller ou s'il faut ne pas aller. C'est notre position. Mais finalement, une dernière question, parce que le temps passé. En tout cas, tout ce que nous voyons par rapport au retard des réformes et autres, là, on voit que c'est la stratégie de l'ensemble de l'opposition qui ne marche pas. Mais est-ce que vous ne voyez pas que le pouvoir... Il faut reconnaître que c'est une grave erreur, la division qu'il y a au sein de l'opposition. Ça vous fragilise. Parce que quand nous sortons des élections, vous voyez quand on rassemble le nombre de voix de l'opposition, ce que ça donne.
Mais si chacun veut s'asseoir sur son ego et faire comme si c'est lui qui est plus puissant, ou il veut faire en sorte qu'il soit le premier de ceux qui ont échoué, mais on ne peut aller nulle part. Mais en 2005, l'opposition était revenue, mais toute l'opposition est 33%. Donc c'est pas différent de ce que Fabre a eu en 2015, 35%. Non, mais vous savez comment les élections s'organisent chez nous. On était tous d'accord à reconnaître que ces élections-là n'étaient pas des élections limpides. Alors, monsieur Agbo, il nous revient de faire les réformes en profondeur. Parce que toute la structure qui organise les élections aujourd'hui sont entre les mains du parti qui dirige le pays. Monsieur Agbo, nous tendons vers la fin de l'émission. Votre mot de fin, votre mot d'adresse qui nous suit actuellement. Non, moi je voudrais vous remercier très sincèrement pour cette sollicitude, pas seulement à l'endroit du CAR, mais de toutes les formations politiques et de tous les Togolais. Je vous encourage à aller dans ce sens pour que tout le peuple togolais puisse tirer des leçons et avancer. Nous espérons vous revoir ici après le congrès. Peut-être que M. Agbo sera le nouveau président du CAR, on ne sait jamais. Ce serait un réel plaisir pour nous. Non, on vous recevra, hein, c'est quand vous voulez. Merci à Jean-David Messengan, notre ami du Canard indépendant. Merci à Ibrahim Atia du journal État Nouveau. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous nous suivez en matinée, sachez que nous sommes en direct sur LCF City FM et aussi sur le www.lcftogo.com. La rediffusion, c'est à 22h30 sur les deux chaînes et aussi sur togovision.com, la chaîne YouTube togovision.com, sans oublier nos partenaires de la radio FM Liberté Chicago. Bien de choses, c'est ça. Au PDG, Eric Alamo. On se retrouve vendredi si Dieu le veut, il vaudra sûrement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.